Voilà, bien bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, s'ils ne sont pas encore très nombreux, Monsieur Elmazega. Dans le cadre des travaux de notre commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, nous allons terminer aujourd'hui avec vous et avec l'audition suivante un cycle précédant l'entrée un petit peu dans le processus décisionnel de ces dernières années, mais qui a plutôt vocation à poser le contexte et notamment à nous interroger sur la notion de souveraineté, d'indépendance et la façon dont les organisations de l'État, les différentes administrations l'appréhendent. C'est un petit peu l'objet des auditions que nous souhaitons réaliser encore ce matin. Je rappelle que notre commission a un calendrier assez limité puisque statutairement, une commission d'enquête parlementaire dure 6 mois et qu'elle devra donc avoir rendu ses travaux avant le 11 avril prochain. Donc cette première phase était nécessairement superficielle pour qu'on puisse prendre plus de temps sur le volet décisionnel. Alors, monsieur Marc-Antoine Elmazega, d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du Centre Énergie et Climat de l'Institut français des relations internationales. Un questionnaire vous a été adressé par le rapporteur et donc il peut être la base d'un premier propos liminaire avant que nous ayons, lui et moi, des questions à vous interroger. Pour ma part, je note que vous avez consacré une étude publiée il y a tout juste 10 jours au Green Deal européen, qui en fait une forme de bilan. J'imagine que ce sera un des angles de présentation ce matin. Dans les publications de l'Institut que vous dirigez, on relève également diverses investigations intéressantes, par exemple sur l'électrification de l'Afrique, la fin de l'exploitation gazière aux Pays-Bas, les promesses de l'hydrogène ou le nouvel âge nucléaire qu'annoncerait la guerre en Ukraine. Cela m'amène à vous poser une question sur la ligne éditoriale des publications de l'IFRI consacrée à l'énergie. Qui la détermine? Comment a-t-elle évolué? Quelles énergies constituent de véritables enjeux à l'échelle internationale de votre point de vue, hors dispositif de nature militaire, évidemment? Les études que vous avez réalisées ont permis de mettre en évidence l'importance de la recherche dans le domaine de l'énergie, la difficulté aussi à faire le partage entre technologies parvenues ou pas à maturité. Avez-vous étudié également les enjeux géostratégiques des compétences techniques accumulées et dont un pays peut disposer pour assurer le fonctionnement régulier et l'amélioration de son appareil énergétique? Voilà, Monsieur Elmazega, après ces quelques questionnements d'ouverture qui guideront le fil de nos réflexions toute cette matinée, je vais vous laisser la parole, mais avant, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, vous devez prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous prie donc en conséquence de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Voilà, eh bien, je vous laisse la parole pour un propos liminaire. Voilà, une quinzaine de minutes. Si vous pouvez juste allumer votre micro. Ah oui, ça j'y arriverai. Ok. Donc, je le jure pour l'enregistrement. Merci, Monsieur le Président. On partage quelque chose en commun. Je suis alsacien, mais du Nord, du Bas. Et ce n'est pas un défaut. Et effectivement, on regarde les circonscriptions du Haut-Rhin comme étant dans le Sud. Mais enfin, ça fait très plaisir de vous retrouver. Et c'est un plaisir aussi, Monsieur le rapporteur et chers collègues. Alors voilà, tout le monde n'a pas ce privilège d'être alsacien, mais néanmoins, évidemment, c'est un honneur que vous me faites de me permettre d'essayer de répondre à certaines de vos préoccupations. Alors, la première chose, pour d'emblée répondre, Monsieur le Président, à votre question, j'ai pris la direction du Centre Énergie et Climat de l'IFRI il y a 5 ans. Et pendant, évidemment, longtemps, les sujets principaux portaient sur la géopolitique des hydrocarbures. Et depuis, j'allais dire 5 ans, on a en fait assisté à l'effacement des sujets liés à la géopolitique des hydrocarbures, à la sécurité des approvisionnements. Pourquoi? Parce que les prix de l'énergie étaient extrêmement bas.
On était dans une période de grande stabilité et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis de nous concentrer sur la fixation d'objectifs très ambitieux de décarbonation à l'horizon 2050, évidemment d'accélération vers 2030. Et je pense qu'on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas eu cette période finalement d'accalmie. Malheureusement, ce qu'il faut bien constater, c'est que du coup, non seulement les sujets de géopolitique se sont effacés, mais en réalité, l'importance que revêt la sécurité d'approvisionnement, celle-là a sans doute été oubliée et on en paie à bien des égards aujourd'hui le prix. Alors, notre ligne éditoriale, elle est définie par moi, en concertation avec mes collègues, en concertation avec évidemment un certain nombre d'acteurs publics, privés, pour essayer évidemment non seulement d'être au fait, le plus au fait des enjeux du moment, mais aussi d'essayer de les anticiper. Et je crois que à l'IFRI et au Centre Énergie Climat, on a une approche qui essaie finalement d'anticiper tout un certain nombre de sujets. Et je veux en prendre pour exemple que le sujet de la sécurité des approvisionnements électriques, ça fait en fait 3 ans qu'on le traite, en mettant en avant, en disant attention, il y a un vrai risque. Il y a un risque parce qu'on sous-investit dans les énergies renouvelables en France. Il y a un vrai risque parce que les Allemands et un certain nombre d'autres pays sortent du nucléaire, du charbon, finalement de toutes les capacités pilotables, et sans qu'il y ait une vraie concertation et réflexion sur les conséquences que cela a. Et également un risque finalement lié aux grands producteurs d'hydrocarbures que sont la Russie et d'autres, qui évidemment ne vont pas assister les bras croisés à la réduction de leurs exportations. Et donc bon, ça c'est tout un tas de sujets qu'on a portés. Et dernièrement, ça vous intéressera sans doute, et je pense que ça fera l'objet aussi de nos échanges, un gros travail qui porte sur les enjeux industriels de la transition énergétique, c'est-à-dire les chaînes de valeur et tous les sujets de résilience, de souveraineté qui y sont liés. Alors, pour cela étant dit, pour répondre ensuite à la première interrogation que vous aviez sur la souveraineté en matière énergétique, je crois qu'il y a malheureusement une fausse bonne idée qui circule trop largement en France parmi cette Assemblée et puis au-delà, au gouvernement, etc. C'est l'idée que l'indépendance énergétique est non seulement possible, mais souhaitable. Cela ne fait absolument aucun sens. L'indépendance énergétique, c'est d'abord techniquement, économiquement extraordinairement difficile, voire inatteignable. Ça implique des coûts extraordinairement élevés et c'est totalement négligé le fait qu'en réalité, nous avons énormément de gains à obtenir à être interdépendants. Le vrai enjeu, c'est la maîtrise de cette interdépendance, d'une part. Et le deuxième vrai enjeu, c'est la maîtrise des chaînes de valeur, des éléments critiques des chaînes de valeur, de toutes les technologies et solutions dont nous avons besoin pour garantir notre sécurité climatique. La sécurité climatique, c'est quoi? C'est la capacité à mener et à mettre en œuvre les objectifs de décarbonation que l'on s'est fixés. Ça veut dire que non seulement on atteint les objectifs, mais en même temps, on préserve notre stabilité économique et politique, on préserve et on améliore notre bien-être, et surtout, on ne crée pas de nouvelles vulnérabilités. Et donc, si l'indépendance n'est pas possible, elle n'est pas souhaitable non plus. Par contre, ce qu'il faut impérativement, évidemment, chercher à obtenir et à garantir, c'est notre autonomie énergétique et la maîtrise de nos vulnérabilités. Et malheureusement, il y a aujourd'hui un monde qui se complexifie, et on le voit évidemment avec la crise actuelle, c'est-à-dire qu'on est encore très dépendant des hydrocarbures, et ce encore en réalité pour bien plus longtemps que ce que l'on souhaiterait. Et donc on est encore plus vulnérable parce que, en fait, depuis quelques années, on a sous-investi le sujet de la sécurité des hydrocarbures, des approvisionnements en hydrocarbures. On a sous-investi, on y a beaucoup moins prêté attention. Et en réalité, on n'est pas assez passé rapidement, fortement, dans le monde d'après, c'est celui des technologies et des solutions bas carbone. Donc en fait, on est là dans un entre-deux, c'est une sorte de tunnel. Et ce tunnel, malheureusement, va être très long pour en sortir. Et du coup, on est doublement exposé. Et c'est finalement le drame dans lequel on est. Et donc cette crise le met en exergue. Mais c'est pour ça que cette crise va en réalité durer. Et donc, il faut évidemment chercher à y réagir dans l'urgence, c'est ce qui est partiellement en cours actuellement, et puis de s'adapter aux défis et aux risques qui arrivent ensuite. Alors, pour bien comprendre une chose, on est
on reste extraordinairement dépendant aux hydrocarbures. En France, un tout petit peu moins qu'ailleurs, en Europe et dans le monde, parce qu'on a la chance d'avoir le nucléaire qui nous a quand même permis d'électrifier davantage d'usages que d'autres. Mais dans l'ensemble, on le voit tous les jours, quand on l'a encore vu avec les files de plusieurs heures aux stations-service, etc. Le reste du monde est finalement dans une situation encore pire. C'est-à-dire que quand on regarde le mix énergétique mondial et son évolution au cours des 30-40 dernières années, en réalité, alors la production d'énergie, elle, n'a cessé de gonfler, d'accord, parce que croissance économique, croissance démographique, mais la part des hydrocarbures dans ce mix, elle est restée stable. Elle est à peu près 80% dans le monde. Ça ne bouge pas. Alors, bien sûr, comme on consomme beaucoup plus d'énergie, c'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup plus de nucléaire, d'hydroélectricité, d'énergie renouvelable depuis quelques années dans ce mix-là, mais dans l'ensemble, la part des hydrocarbures reste stable. Donc le monde repose encore très largement sur les hydrocarbures et ça ne va pas changer rapidement. En réalité, ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire le passage d'une énergie à une autre, cette transition-là, elle n'existe pas dans le monde. Dans le monde, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne des sources d'énergie, des hydrocarbures, et on y additionne des énergies renouvelables. Mais on ne substitue pas les hydrocarbures par des énergies renouvelables. En réalité, le reste du monde connaît quelque chose qui nous est complètement étranger depuis des décennies, c'est une extraordinaire croissance de la demande d'énergie. On n'a aucune idée de ce que ça représente, on a complètement oublié. Mais quand vous êtes dans des pays où la croissance démographique, c'est 10% par an, où la croissance économique, c'est entre 5 et 10% par an, le sujet, c'est que tous les ans, il faut rajouter des dizaines de gigawatts de capacité de production électrique. Et vous pouvez le faire de différentes façons, mais la seule façon d'y répondre rapidement, c'est en général le charbon. Et le monde en est encore là, en réalité. Alors, la chance que nous avons, c'est que depuis, on va dire, 2-3 ans, la majorité des investissements dans le secteur de l'électricité dans le monde, ce sont des investissements dans les énergies renouvelables et pour l'essentiel dans les capacités photovoltaïques. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ces capacités photovoltaïques ne peuvent pas tout faire, puisque évidemment, la nuit, il n'y a pas de soleil. Et donc, il faut quand même des capacités thermiques. Et en règle générale, ces capacités thermiques, ce sont des centrales à charbon. Et jusqu'à récemment, il y avait aussi un engouement pour des centrales à gaz. Mais évidemment, la crise actuelle des prix fait que, pour la plupart des pays dans le monde, on ne peut plus se payer du gaz importé. En tout cas, du gaz naturel liquéfié importé. Et généralement acheté sur les marchés d'e-spot. Puisque la plupart des pays émergents en dépendaient en tout cas largement. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis, nous, de remplir nos stockages, puisque ce sont des marchés très flexibles. Et donc, on a aspiré l'ensemble de ces volumes disponibles en payant le prix fort et en privant finalement énormément de pays dans le monde de ces approvisionnements. Alors, l'enjeu des hydrocarbures, on s'était aussi endormi parce que finalement, les Russes fournissaient du gaz pas cher, de façon, enfin pas cher, bon, en tout cas compétitive par rapport aux autres fournisseurs, notamment le GNL, et finalement de façon relativement stable ces dernières années, aussi bien qu'un pays comme l'Allemagne avait défini sa trajectoire de décarbonation de la façon suivante: je pousse énormément les énergies renouvelables et pour équilibrer le tout, je renforce le rôle du gaz. Et le gaz étant pas cher, le système conçu par les Allemands était jugé comme étant beaucoup plus performant et compétitif que le nôtre. En disant, voilà, nous, on n'a pas besoin d'investir dans le nucléaire, d'après les Allemands, hors de prix, qui met 15 ans à être réalisé. On a la meilleure solution. Et à la fin des fins, on passera très fortement à l'hydrogène, et puis les quelques milliards de mètres cubes de gaz qui resteront, leurs émissions seront compensées par des solutions dites négatives. Par exemple, reforestation ou stockage de séquestration de carbone, etc. Alors, évidemment, l'idée selon laquelle une très forte dépendance à la Russie posait problème, celle-là a été balayée par le constat historique que les Russes ont toujours fourni de façon fiable pendant la guerre froide, etc., même au pire moment de la crise des missiles dans les années 80, etc. Bon. Et donc, évidemment, tout cela est battu en brèche. Et aujourd'hui, notre défi en Europe, c'est le suivant. C'est qu'en fait, il y a eu ce découplage absolument brutal des hydrocarbures russes.
Mais ce n'est pas pour autant que notre demande de gaz a disparu de l'équivalent. Donc, bien au contraire. Donc pour l'instant, ce dont on est confronté, ce à quoi on est confronté dans le domaine du gaz, c'est qu'en fait, la baisse de la demande de gaz, elle a eu lieu par une destruction de la demande. Ce n'est pas des économies d'énergie, ce n'est pas les gens qui, effectivement, mettent en œuvre des mesures ou les industriels qui se disent « tiens, j'ai une capacité de vraiment réduire ma demande ». Non, c'est vraiment des usines qui ferment ou qui réduisent leur production. Donc ça, c'est dramatique. Et en réalité, il n'y a pas, malheureusement, de véritable alternative qu'on peut mobiliser dans l'urgence pour compenser le gaz russe. Donc là, on fait face, évidemment, on est dans ce choc économique majeur. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement ? On a absorbé tout le GNL possible et disponible dans le monde. Mais la capacité de production supplémentaire de GNL dans le monde, elle est très limitée. Ce sont des investissements longs. Donc, quand vous signez aujourd'hui un contrat pour lancer une usine dite de liquéfaction de gaz, entre le moment où vous signez le contrat avec l'opérateur et le moment où les premiers navires vont être chargés, s'écouleront au minimum 4 ans, 4 à 5 ans. Quand bien même vous avez la production disponible, ce qui est le cas aux États-Unis, mais ailleurs, il faut en plus développer les champs de gaz et ça. Donc tout ça prend du temps. Or, nous, la crise, là, c'est évidemment maintenant, et puis c'est les prochains mois, et c'est en particulier l'hiver prochain. Donc, je crois que sur les approvisionnements en gaz naturel liquéfié, le maximum a été fait, et c'est extraordinaire. Le fait d'avoir fait venir des capacités d'ailleurs supplémentaires dites de regazéification, il faut quand même le dire, c'est qu'on a aussi pris des capacités qui étaient dans les pays émergents et on les a amenées ici en surpayant finalement et en surenchérissant. Et à ce jeu-là, évidemment, on est gagnant parce qu'on est les plus riches. Mais le fond du problème, c'est que, encore une fois, c'est pas parce que vous avez des capacités d'importation de GNL que vous avez du coup automatiquement des approvisionnements supplémentaires, parce qu'encore une fois, côté offre, ça coince. Et la deuxième chose, c'est qu'en termes d'approvisionnement par gazoduc, eh bien là aussi, la marge à la hausse est très limitée. Donc on a eu de la chance, c'est que les Norvégiens ont extraordinairement bien réagi, ont mobilisé toute leur industrie pour exporter jusqu'à 10% de plus cette année. Donc, heureusement qu'on a ce voisin-là. Les Algériens ne peuvent pas faire grand-chose de plus que ce qu'ils font actuellement, parce que là aussi, sous-investissement et un certain nombre de problèmes internes au pays. Et dans l'ensemble, ce goulot d'étranglement dans le gaz va rester. Et pour nous, c'est un défi parce que, encore une fois, on a besoin de gaz naturel, et ce, dans la durée, en réalité. Parce qu'on en a besoin dans le secteur électrique, pour la flexibilité, on en a besoin évidemment dans l'industrie, et puis surtout, on en a besoin dans le secteur résidentiel. Et donc, ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est un risque de désindustrialisation accélérée, parce qu'un certain nombre d'industries énergo-intensives ne vont plus pouvoir continuer de produire en Europe. À cause des prix du gaz et à cause des problèmes d'approvisionnement en gaz, mais aussi de plus en plus à cause des problèmes dans l'électricité. Et donc ça, c'est un défi majeur, on pourrait y revenir. Le deuxième, évidemment, défi majeur là-dedans, c'est que le reste du monde, lui, n'est pas confronté aux crises auxquelles nous sommes confrontés. Alors c'est un marché global, donc évidemment les grands industriels vont se tourner vers les États-Unis, vers le Canada, vers un certain nombre de pays au Moyen-Orient, voire autour de la Méditerranée, Égypte, éventuellement même l'Algérie, pour délocaliser une partie de leur production et produire là. Est-ce qu'il faut en faire un drame ? Je crois que fondamentalement, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que si on accélère la transition énergétique, on ne va pas, en réalité, dupliquer l'économie d'avant et garder la même économie. Ça ne marche pas. Donc, forcément, nécessairement, il va y avoir des transformations, et on va pouvoir en reparler, mais sur le comportement, notamment, sur l'outil industriel. En réalité, ça ne fait pas sens, systématiquement, d'essayer de décarboner des industries chez nous. Il vaut mieux, pour qu'elles restent compétitives, certaines d'entre elles, les installer ailleurs. Ça créera du développement ailleurs, ça créera de la croissance économique ailleurs, ça créera d'autres opportunités pour nos industriels. Mais il faut bien voir que les choses ne seront pas statiques. De la même façon que si la Chine veut vraiment décarboner, elle ne pourra pas garder toutes les industries qu'elle a actuellement chez elle, telles qu'elles sont actuellement dans la durée. Il faudra là aussi qu'il y ait probablement un certain mouvement, notamment vers des pays qui ont énormément d'hydro, on pense à la République démocratique du Congo par exemple, etc. Donc
Mais cela dit, le problème, c'est que tout cela risque de se faire dans un espèce de chaos. Or, évidemment, il vaudrait mieux l'organiser. Et donc, la question maintenant, c'est comment anticiper tout cela et organiser tout cela. Et alors, le dernier point sur lequel j'aimerais porter votre attention, c'est la situation générale de sous-investissement dans laquelle, en fait, nous avons été ces dernières années. Donc, dans l'industrie des hydrocarbures, en réalité, les volumes d'investissement se sont alignés avec une trajectoire d'1,5 degré. D'accord ? En fait, les grandes majors pétro-gazières mondiales et même les sociétés nationales d'hydrocarbures des pays émergents, en fait, celles-là ont réduit leurs investissements. Alors, elles ont aussi comprimé leurs coûts, mais elles ont réduit leurs investissements. Et quand on regarde, finalement, là où on devrait être pour s'aligner avec une trajectoire d'1,5 degré, en fait, c'est peu ou prou ça. Sauf que le problème, c'est que pendant le même temps, la demande a continué de croître. Donc en fait, à l'échelle mondiale, et en particulier en Europe, on n'a pas fait assez d'efforts pour réduire cette demande et pour l'aligner, pour la mettre en finalement, pour l'aligner avec cette baisse des approvisionnements et donc de l'offre d'hydrocarbures. Et c'est pour ça qu'on a un prix du pétrole qui est très élevé, c'est pour ça qu'on a une dépendance renforcée à l'OPEP élargie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans un tel étau gazier. La deuxième chose, c'est qu'on a, et en particulier en Europe, insuffisamment investi dans les énergies renouvelables. Il faut quand même se le dire. C'est-à-dire que même en France, si on avait beaucoup plus d'énergie renouvelable aujourd'hui, la crise du nucléaire, on la passerait beaucoup plus facilement. Et c'est la même chose pour les autres pays européens. Et en réalité, on a trop fortement et trop rapidement fermé les capacités fossiles, par exemple les centrales à charbon, un certain nombre de centrales nucléaires, je pense à nos amis belges ou allemands, mais dans le même temps, on n'a pas assez investi dans les capacités alternatives. On n'a pas assez développé les réseaux. On n'a pas assez développé les interconnexions. Et surtout, on n'a pas assez développé les capacités de stockage. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, les prix étaient bas. Parce que personne n'avait sonné ou pris au sérieux les défis de sécurité d'approvisionnement que ça pose. Et parce que, finalement, personne ne voyait le sujet. Les politiques ne réagissent qu'aux crises, et il n'y avait pas encore de crise, sauf que les crises, finalement, là, évidemment, arrivent tout en même temps. Donc, l'enjeu fondamental, et pour un pays comme la France, et c'est ce qu'on a expliqué d'ailleurs aussi dans un des briefings là, que vous avez devant vous, c'est que, quel que soit l'avenir de notre filière électronucléaire, quel que soit cet avenir-là, et on lui souhaite évidemment un avenir long dans la durée, avec des nouvelles constructions, etc., quoi qu'il en soit, il faut redoubler, tripler, quadrupler d'efforts dans les énergies renouvelables. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et en réalité, on est en train de payer là le prix très fort de sous-investissement de nos guerres de chapelle sur est-ce que l'éolien c'est bien ou pas, est-ce que les panneaux solaires c'est bien ou pas, est-ce que les réseaux c'est bien ou pas. Donc, tout ça s'accumule pour finalement renforcer les effets des crises dans lesquelles on est. Et mon dernier point sera celui-là, c'est que en réalité, ces crises-là vont durer. Elles vont durer. Et donc, c'est un défi évidemment industriel immense, c'est un défi économique immense parce qu'on ne pourra pas limiter l'hémorragie industrielle que j'évoquais tout à l'heure avec des prix du gaz aussi élevés, avec des prix de l'électricité aussi élevés. Subventionner très largement les industries, c'est absolument fondamental là, mais enfin, on ne va pas pouvoir faire ça pendant 10 ans ou 15 ans. Donc il va falloir quand même qu'il y ait une vraie réaction là. Et puis le dernier point, c'est qu'on n'économise pas assez d'énergie. On voit encore partout les lumières allumées, on voit encore partout des comportements abusifs. Et donc cette culture de l'économie d'énergie, elle doit impérativement être renforcée parce que, évidemment, on va avoir des difficultés pour passer l'hiver, mais il va falloir que ça s'inscrive dans la durée. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je serai heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Moi, j'aurais trois questions. Vous avez commencé votre propos en posant un principe, sans être trop précis, sur l'effacement de l'importance des enjeux géopolitiques dans la perception que nous avions du monde ces dernières années. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis dans la temporalité voilà, de ce millénaire, depuis le début de ce millénaire, grosso modo, sur la perception finalement des enjeux géostratégiques dans la question de l'énergie? Les dernières grandes mobilisations des gouvernements
en faveur ou en relation avec les défis géopolitiques, c'était lié, dans l'énergie évidemment, c'était lié aux problématiques d'approvisionnement en gaz russe. Donc vous vous souvenez de la crise gazière de janvier 2006, vous vous souvenez de celle de janvier 2009, vous vous souvenez aussi des crises liées au Nord Stream et au Nord Stream 2. Finalement, c'était ça. Sauf que la réponse qu'on a trouvée, c'est finalement de dire le gaz russe est indispensable, et on le voit aujourd'hui que c'était juste. Donc, finalement, accordons-nous pour laisser se construire ce Nord Stream 2. N'écoutons pas trop les pays d'Europe centrale qui probablement exagèrent la menace qu'ils perçoivent de la Russie. Et finalement, faisons notre transition énergétique. C'était ça la réponse. Mais on comprend bien aujourd'hui que c'était complètement insuffisant, et voire même à côté de la plaque. Alors, le deuxième enjeu qu'on a vu un peu émerger, c'est celui de la dépendance croissante à la Chine pour la fourniture d'un certain nombre d'équipements et de services liés à la transition énergétique. Par exemple, dans le domaine des énergies renouvelables, évidemment on pense au photovoltaïque, mais il y a tout un tas d'équipements qui y sont liés, par exemple à l'éolien, etc. Et puis on a un tout petit peu découvert les défis liés aux approvisionnements en minerais et en métaux critiques. Mais pendant la période, on va dire, 2010-2020, où tout cela était sur la table, on n'a absolument rien fait. Et ce n'est que récemment qu'en France, en tout cas, on s'est un peu réveillé sur les métaux critiques avec le rapport Varin et puis l'observatoire des métaux qui va être mis en place, qui est en train d'être mis en place, et d'ailleurs auquel on a le privilège d'être associé. Ce n'est que récemment que finalement l'Union européenne a reconnu la Chine comme un rival systémique. Ce n'est que récemment que l'on commence à comprendre qu'en réalité, nous sommes dans une période de guerre industrielle, de guerre économique, qui a au centre de laquelle, au cœur de laquelle, il y a évidemment la microélectronique, il y a évidemment les technologies spatiales, il y a évidemment les technologies du nucléaire civil, mais il y a aussi l'investissement et les technologies bas carbone, notamment l'éolien, notamment les cellules de batterie, notamment évidemment maintenant la volée amont, c'est-à-dire les minerais et métaux. Et on le voit avec le Inflation Reduction Act qui a été passé début août au Congrès américain. Les grandes puissances se mobilisent pour trois choses. C'est le découplage avec la Chine, ne plus dépendre de fournitures critiques dans leur système énergétique de matériaux et d'équipements chinois. 2, renforcer et relocaliser ces chaînes de valeur dans leur pays. Et 3, évidemment, préserver l'emploi et développer l'emploi dans leur pays. Et donc, finalement, les Américains ont mis les pieds dans le plat. On s'en émeut beaucoup en France, mais il faut bien voir une chose, c'est que si on ne reconnaît pas que c'est une guerre économique généralisée, on s'en plaint et finalement on crée un cahier de doléances et de lamentation. Si on le reconnaît, on fait pareil. Et je crois qu'il y a un moment là de bascule à effectuer, c'est-à-dire qu'on a essayé au cours des dernières années de changer la Chine. On a essayé de faire en sorte que la Chine réduise ou limite ses subventions, que la Chine joue un peu plus avec nos règles, qu'il y ait une réciprocité qui soit accordée. En réalité, on voit bien que ça ne marche pas. Donc les États-Unis en ont tiré une conséquence très nette, c'est-à-dire on va faire comme eux. On va faire exactement comme eux. Et en plus de ça, on va réduire nos dépendances parce que le jour où les Chinois s'en prennent à Taïwan, les États-Unis seront en mesure de mettre en œuvre un certain nombre de mesures de représailles sans être évidemment touchés ou sans être extraordinairement vulnérables. Nous, en Europe, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est évidemment 27 pays, on a des capacités différentes, on a des intérêts différents, on a des dépendances différentes. Et de surcroît, en période de récession, comme c'est le cas actuellement, évidemment, avoir une stratégie qui est aussi cohérente et aussi forte, c'est compliqué. Mais ce qui est clair, c'est qu'au cours des dernières années, cette Commission européenne, von der Leyen, avec le commissaire Breton et un certain nombre d'autres, notamment Šefčovič,
on a continué de poser des jalons d'une vraie politique industrielle. Mais le problème, c'est que le reste du monde va beaucoup plus vite que nous et est capable de mobiliser des moyens beaucoup plus forts. Mais cela dit, les progrès et les jalons qui ont été mis en œuvre sont sans précédent à Bruxelles. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous invite d'ailleurs à vous y intéresser autant que possible, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans l'autre briefing qui vous a été remis sur les 3 ans du Green Deal, là, puisque c'était il y a 3 ans que cette stratégie a été présentée. Mais là aussi, il y a des éléments qu'il faut clairement renforcer, mais je dirais c'est d'abord et avant tout une question de posture. Aux États-Unis, l'ensemble de la classe politique, à l'unisson, est d'accord, il y a un consensus fort sur l'idée qu'il faut mener cette guerre économique par tous les moyens. Et que, évidemment, il y a aussi voilà, on comprend bien quels sont les défis, quelles sont les menaces, quels sont les outils à disposition, les opportunités. Et le fait que le Congrès ait voté cet Inflation Reduction Act en est la preuve. Et donc, c'est ce qui manque quand même chez nous, à la fois en France et en Europe. Alors, il y a des éléments qui vont dans le bon sens, mais voilà, malheureusement, le reste du monde, encore une fois, avance très très vite. Et les défis s'accumulent. Et comme on a pris beaucoup de retard, le rattrapage est vraiment compliqué. Donc, bon, vous dites que c'est une forme de naïveté européenne entre 2010 et 2020, grosso modo, avec les effets de bord. Comment, de votre point de vue, se construit la position européenne? C'est-à-dire est-ce que c'est un consensus mou qui est partagé par tous? Est-ce que certains acteurs convainquent les autres que leur vision est la plus juste sur ce volet énergétique, notamment? Je crois que, par exemple, alors, il y a la Commission européenne. Et je crois qu'il faut lui rendre hommage pour cela. C'est l'une des rares instances en Europe, et même si je prends les différents États-nations, qui est capable de penser le long terme. C'est-à-dire, quand on voit la plupart des gouvernements en Europe, ils sont complètement absorbés par les crises, et personne ne pense le long terme et n'agit en fonction du long terme. Les autres grandes puissances, elles, le font. La Chine pense long terme, agit long terme. Les Américains, d'une certaine façon aussi, les Japonais aussi. Mais là, on a un vrai défi au niveau de nos États-nations, c'est qu'on a tellement absorbé les crises et on s'est tellement concentré sur des faux problèmes qu'on n'a pas été capable de finalement penser ce long terme-là. Et la Commission, elle, tente de le faire. Donc il y a un rôle d'impulsion clair de la Commission européenne. Il y a évidemment un certain nombre d'États membres qui se mobilisent et la France, par exemple, avec le sujet d'autonomie stratégique qui a été porté par le président Macron, je crois à juste titre, qui doit essayer de convaincre ses partenaires. Et le problème souvent, c'est que pour convaincre les partenaires, il faut être absolument crédible dans sa propre ambition. Et que donc, quand on porte des sujets d'autonomie stratégique, mais que chez soi, on est en retard sur tous les objectifs, par exemple de déploiement des énergies renouvelables, évidemment, les autres disent, oui, mais bon, vous comprenez, c'est très bien, mais on aurait aimé voilà, où est le sérieux finalement, où est la contrepartie chez vous? Donc là, il y a un vrai sujet là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, on n'a pas les mêmes dépendances, on n'a pas les mêmes besoins à l'avenir, on n'a pas les mêmes trajectoires de décarbonation. Ouais. Là c'est intéressant, mais tout ça, c'est très macro. Très concrètement, la taxonomie, par exemple, ça a été un processus invraisemblablement complexe pour des décisions qui auraient dû être prises beaucoup plus tôt. Absolument. Donc on a des processus qui sont pris dans les stratégies cumulées des États et on voit bien que ce qui en résulte, ou même la construction qu'on a de la vision du monde, elle est liée à la capacité d'un État ou l'autre à imposer sa vision au niveau européen. Et comment, au niveau européen, se construisent ces perceptions? Qui prend du temps pour travailler la perception européenne? Qui n'en prend pas? Non, absolument. L'Union européenne, vous le savez bien, c'est d'abord 27 États membres qui ont 27 positions et intérêts différents. Ensuite, il y a quand même un Parlement européen qui est capable de dégager des consensus forts, il faut quand même le dire. Le Parlement européen a largement avancé un certain nombre de dossiers du Fit for 55, ce fameux paquet législatif pour nous amener vers une accélération de la décarbonation à l'horizon 2030. Donc il y a quand même un certain nombre de choses, de décisions fortes qui sont capables d'être prises à Bruxelles. Maintenant, évidemment, il y a le problème des États membres.
Et là, les conflits sont, j'allais dire, religieux, ou idéologiques du moins. C'est vrai que l'Autriche et le Luxembourg sont virulemment antinucléaires et cherchent à mettre des bâtons dans les roues partout. C'est vrai que la moitié de l'Allemagne l'est. Et parfois, ça l'arrange bien que les uns ou les autres de ses partenaires montent au front, parce que comme ça, elle n'a pas besoin de s'exposer, mais parfois, elle le fait elle-même. Et donc, en fait, le sujet, c'est quoi? C'est que pour un pays comme la France, je pense qu'on a très largement sous-investi les enjeux européens. Donc, en fait, on le voit un peu à tous les niveaux. C'est-à-dire, d'abord, pour commencer par l'information du grand public. On est encore dans une partie du discours en France sur Bruxelles comme étant c'est de la faute à Bruxelles, c'est un épouvantail, on n'y comprend rien, etc., etc. La deuxième chose, c'est qu'il y a une très forte sous-représentation de nos médias à Bruxelles. On ne parle pas assez bien, pas assez dans les détails, pas assez dans la complexité des enjeux européens. Donc nos grands concurrents en Europe, l'Allemagne par exemple, c'est probablement un rapport de 1 à 20 en termes de représentation, de mobilisation autour de ces sujets-là. La troisième chose, je pense, c'est que nos élites n'ont pas suffisamment de culture européenne. Nos élites parlementaires, politiques, etc., etc. C'est beaucoup moins le cas, ou en tout cas je l'observe, dans un certain nombre d'autres pays. Et d'autres pays ont aussi, finalement, je pense, une capacité à pousser leur sujet qui est souvent, comme ils ont moins de moyens, comme ils ont des sujets beaucoup plus de niche, et bien en réalité, ils arrivent à se mobiliser plus fortement sur, par exemple, l'obtention des postes à Bruxelles, sur un certain nombre d'autres sujets. Donc, très concrètement, c'est véritablement un réinvestissement stratégique qu'il faudrait faire. Et ça ne passe pas juste par le gouvernement, c'est tout un tas de choses. Et j'en veux pour preuve, par exemple, à mon niveau, celui des think tanks, eh bien, un certain nombre de grands pays européens poussent leurs think tanks à aller s'installer à Bruxelles, à avoir pignon sur rue, avec des financements pour porter, pas forcément la voix de leur pays, mais porter des débats, etc., qui importent à leur pays. En France, c'est absolument pas le cas. Absolument pas le cas. Et nous, si on existe, c'est pour l'essentiel grâce au soutien de mécénat des grandes entreprises françaises et étrangères. C'est pas parce que et nos concurrents, eux, ont des très forts financements de la part d'États, etc. Et donc on joue pas. Voilà. Donc l'influence, ça se construit par énormément de jalons. Et donc voilà, ça fait partie de ce réinvestissement-là. Mais au fond, l'idée, c'est quoi? C'est que pour être crédible à Bruxelles, il faut aussi être capable de montrer chez soi que l'on met en œuvre les transformations que l'on plaide et que l'on est finalement, en anglais on dit consistent, qu'on est finalement, voilà, cohérent avec la parole que l'on, et en tout cas avec les idées que l'on pousse. Et donc, je crois qu'en France, le sursaut, il doit venir sur l'idée que en fait, cette décarbonation, ça ne va pas être facile, qu'il faut qu'on aille bien au-delà de l'acquis du nucléaire, qu'il y a des enjeux industriels et des opportunités industrielles formidables liées aux énergies renouvelables, qu'en réalité, l'Europe, ce n'est pas le problème, mais c'est la solution. Et ça, je crois que malheureusement, on n'en est pas encore là. Et c'est la solution. Et bien sûr, c'est compliqué. Bien sûr qu'il faut défendre ses positions. Bien sûr qu'il faut des compromis et qu'on n'obtiendra pas à chaque fois 100% de ce qu'on veut. Mais si on n'a pas cette attitude-là, malheureusement, on obtiendra encore moins. Et le dernier point, par exemple, pour reprendre cet enjeu de l'indépendance. Donc on entend, c'est à cause du marché européen que les prix de l'électricité sont très élevés, à cause du gaz, etc., etc. Il faut bien voir une chose, c'est que si aujourd'hui on a la lumière dans cette pièce, c'est parce qu'on a des interconnexions avec l'Allemagne, avec les SMITE. D'ailleurs, si on en avait plus, ça irait sans doute mieux. Et que donc, en fait, on peut tirer sur la production de nos voisins. Et malheureusement, si l'Italie est dans une telle situation de crise, c'est parce qu'on n'arrive plus à lui exporter d'électricité. Et donc, voilà, c'est une opportunité. Encore faut-il vraiment la réinvestir au maximum. Et je prends un autre exemple. Vous voyez, la plupart des formations politiques en Europe envoient à Bruxelles leurs meilleurs députés.
En France, on a quand même l'impression que d'aller à Bruxelles, c'est pas forcément une vraie opportunité, vous voyez. Et donc, voilà, ça fait aussi partie, à mon avis, de cela. Bien, moi j'ai une question plus précise aussi sur... il y a une forme de naïveté qui est en train de se casser dans le monde. C'est l'idée qu'il n'existe peu d'ingérence étrangère dans les politiques nationales. Ça semble s'effondrer. De ce point de vue-là, est-ce qu'il y a un élément, notamment sur les mouvements antinucléaires, que vous trouveriez à souligner? Comment l'idéologie antinucléaire, elle pénètre progressivement les décideurs politiques européens et s'impose, et comment ils se financent, parce que c'est quand même toujours une grande interrogation. Quand on voit les mouvements géographiques d'arrivée des mouvements antinucléaires, avec un peu de recul, ça pose un doute, quoi. Alors, sur le mouvement antinucléaire, je suis à moitié allemand, je peux vous parler de ce qui se passe en Allemagne. D'abord, la première chose, c'est que, vous savez, quand il y a eu l'accident de Tchernobyl en 86, en Allemagne, c'était la panique généralisée, les enfants étaient confinés parce qu'on parlait des retombées radioactives, etc. De l'autre côté du Rhin, on n'en avait jamais entendu parler. C'était pas un sujet. Vous voyez, donc il y a ça. Il y a clairement un mouvement pour la paix en Allemagne qui était anti-armes nucléaires, qui a débordé sur le nucléaire civil. Et puis, il faut le dire, il y a eu des financements, notamment russes, en faveur de mouvements écologistes pro-énergie renouvelable en Allemagne. On a vu qu'un certain nombre de responsables d'un certain nombre de formations, etc., eh bien, étaient consultants, conseillers, liés à des intérêts. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur ces éléments-là? Oui, je pourrais vous fournir des éléments, si vous le souhaitez, qui sont dans la presse, mais voilà, je vous les donnerai, si vous voulez, ultérieurement. Et l'idée, c'était quoi? C'était qu'en fait, en finançant les mouvements, un certain nombre de formations environnementales, etc., ou en soutenant les mouvements pro-énergie renouvelable, en réalité, on soutenait l'industrie gazière. Parce que plus vous mettez de parcs éoliens en service, plus vous mettez de centrales photovoltaïques en service, plus dans un système où on n'investit pas dans les autres solutions de stockage, la seule solution de flexibilité qui reste, c'est le gaz. Donc en fait, vous renforcez le rôle du gaz. Mais c'était très largement accepté, y compris par exemple, les dirigeants allemands, la coalition Merkel, qui valide le Nord Stream 2, qui le soutient coûte que coûte. C'était une coalition entre le SPD et la CDU qui ne trouvait rien à redire, parce qu'effectivement, cette combinaison gaz plus énergie renouvelable roulait. Dans le reste de l'Europe, ce qu'on observe aussi, c'est quand même la conviction forte, et il faut l'entendre, c'est que un système 100% renouvelable, avec donc de l'hydroélectricité, etc., est parfaitement possible et souhaitable. Et il n'y a pas forcément besoin de financement chinois, russe ou je ne sais quoi pour en arriver à cette conclusion. Donc, voilà, il y a différents cas de figure. Je crois qu'il ne faut pas forcément aller chercher un complot. Le fait est que, effectivement, il faut reconnaître que ce mouvement antinucléaire est bien structuré, il est bien mené, mais que, inversement, les mouvements pro-nucléaires n'ont pas besoin, on ne ressent pas forcément. Enfin, quand vous regardez l'opinion publique est absolument favorable au nucléaire. En Allemagne, elle évolue aussi, d'ailleurs. Je note que les derniers sondages d'opinion montrent que la majorité des Allemands sont favorables à la prolongation des 3 centrales nucléaires, vu les circonstances. Donc voilà, il y a une transformation, mais il faut toujours regarder, c'est comme les opposants aux éoliennes ou à un certain nombre d'infrastructures industrielles, etc. Généralement, ils sont beaucoup mieux organisés que les autres, mais parce que les autres ne voient pas l'intérêt de se mobiliser, et parce que finalement la structure de prise de décision donne davantage de poids à ceux qui se mobilisent qu'aux autres intérêts. Et ça, je crois que c'est d'ailleurs un défi qu'il va falloir relever, parce que si on veut accélérer sur les énergies renouvelables et sur toutes ces infrastructures, il va falloir améliorer ce cadre de gouvernance pour que finalement chacun soit à sa place et que ce n'est pas toujours celui qui hurle le plus fort qui l'emporte. C'est quand même intéressant.
ce que vous venez de préciser, et je serai très preneur. On vous écrira en la matière d'éléments plus étayés, mais aussi des références presse ou autres, sur la façon dont des organisations russes ont pu financer des ONG antinucléaires. Puisque, in fine, un certain nombre de décisions prises en France concernant le nucléaire ces dernières années sont largement liées à la volonté de satisfaire une forme d'entente franco-allemande. Enfin, c'est quelque chose qui semble assez manifeste. Et si elle n'est pas institutionnelle, cette entente franco-allemande, elle est au moins interpersonnelle, le sens de la personne pouvant être entendu au sens le plus large possible, par exemple des partis politiques. Oui, oui. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, pour l'exposé liminaire et les premières réponses aux questions. Je reviens sur un point que vous avez mentionné tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez revenir sur la manière dont l'accident de Fukushima dans les différents pays européens a pu avoir un impact sur les stratégies énergétiques? Lesquelles? Est-ce que ça a été contrasté selon les pays? Quelle a été, selon vous, l'ampleur du choc, à la fois dans l'opinion et puis dans les décisions publiques? Alors, merci, monsieur le rapporteur, pour votre question. Là où la conséquence a été la plus forte et systémique, c'est évidemment l'Allemagne, puisque la chancelière Merkel, à l'époque, en 2-3 jours, prend la décision d'accélérer le calendrier de sortie du nucléaire allemand. Évidemment sans se concerter avec qui que ce soit, mais sur la base, en réalité, de sondages d'opinion et d'une opinion publique allemande qui, à l'unisson, était favorable à ça. C'est-à-dire que les sondeurs demandaient, après Fukushima, on continue ou pas le nucléaire? Non, c'est les réponses à 80, à une très très forte majorité, c'était on en sort. Donc finalement, la décision allemande, c'est d'accélérer cette sortie. Et puis encore une fois, parce qu'on y voit une opportunité industrielle, c'est celle des énergies renouvelables. Et puis parce que le gaz est jugé comme étant sûr, etc. Et puis c'est l'occasion de... Vous voyez, en Allemagne, on est encore dans cette idéologie selon laquelle, en fait, la Russie, on a toujours considéré en Allemagne que la Russie était un défi aussi sécuritaire. Il ne faut pas croire qu'ils étaient naïfs. Mais l'idée, c'était, en renforçant cette interdépendance économique avec la Russie, on va parvenir à finalement éviter le pire et à canaliser cet objet russe qui est quand même évidemment à bien des égards dangereux. Donc cette décision est prise. Les Belges, évidemment, eux, qui ont 7 réacteurs et avec lesquels il y avait des sujets de maintenance et de sûreté, décident aussi qu'on va sortir du nucléaire en 2025. La Suisse regarde aussi et prend la décision d'en sortir avant de dire, écoutez, finalement, vu les défis, on va probablement, bien sûr qu'on finira par en sortir, mais on ne va pas se fixer de date butoir, parce que l'enjeu, c'est quand même la sécurité des approvisionnements. Vous avez évidemment les autorités de sûreté nucléaire dans la plupart des pays nucléaires qui renforcent leurs exigences, etc. Et donc, c'est le fameux EPR avec aussi, des normes de sûreté renforcées, etc. Et en Europe centrale, là, finalement, à mesure qu'avance le débat sur l'enjeu de la décarbonation et à mesure qu'arrive sur la table le sujet en fait, de la décarbonation complète, en Europe centrale, la décision partout à l'unanimité est prise de tout miser ou de très largement miser sur le nucléaire existant, mais surtout sur le nouveau nucléaire. Et là, il y a vraiment un schisme qui se crée, puisque aux frontières de l'Allemagne, c'est un pays qui est frontalier, je crois, avec 12 pays, et la plupart des pays en Europe centrale et orientale disent, en fait, nous, on dépend très largement du charbon. On a bien compris que la décarbonation, elle est inéluctable. On voit aussi qu'on dépend, c'est pas juste pour faire plaisir aux Allemands et à Bruxelles. Non, que en fait, notre avenir industriel et économique dépend aussi de notre capacité à décarboner nos mix électriques parce que sinon, il n'y aura plus d'industrie chez nous puisqu'elles iront ailleurs, etc. Et donc, ces pays-là disent, on va construire du nouveau nucléaire. Donc, c'est la Pologne qui arrive avec des très grandes ambitions. C'est la République tchèque qui décide de prolonger
ces réacteurs existants et puis d'en construire de nouveaux. C'est la Slovaquie qui en construit aussi de nouveaux. C'est la Roumanie qui veut prolonger son parc existant, mais en même temps se déployer développer les petits réacteurs nucléaires modulaires. Et puis c'est l'Ukraine qui a aussi des grandes ambitions de construction de nouveaux réacteurs, des grands et puis des plus petits. Et donc finalement, une Europe là, qui un temps se coupe clairement en deux, avec une ligne en Europe centrale et orientale extraordinairement pro-nucléaire, le Brexit qui nous fait perdre à la France un allié quand même de poids en Europe qui partageait la même vision de ce que c'est qu'un mix qui assure la sécurité d'approvisionnement dans la durée, avec finalement tous les moyens bas carbone possibles, y compris bien sûr le nucléaire. La France qui se retrouve finalement privée de son allié, qui a du mal à évidemment se raccorder avec des pays comme la Pologne ou la Hongrie, qui ne sont pas quand même extraordinairement, dont un certain nombre de sujets liés à l'état de droit et aux principes fondamentaux posent question. Et puis, des pays nucléaires comme la Finlande et la Suède qui posent des défis parce que, en Finlande, on a nos problèmes de construction du réacteur, donc il y a un sujet de notre crédibilité qui est en jeu, avec tout le contentieux financier lié à Areva, etc. Et puis la Suède, qui, vu qu'il y a beaucoup d'hydro en Suède, avec des formations politiques antinucléaires dans la coalition pouvoir qui décident de finalement arrêter le nucléaire à terme, de ne pas reconstruire, et le basculement qui vient d'avoir lieu avec la décision de, en réalité, réinvestir dans le nucléaire, puisque les sujets de stockage, etc., y ont été réglés, en tout cas dans la durée. Donc, voilà un peu cette tectonique qui émerge suite à cela. Et puis, je crois à l'étranger, au-delà, l'étranger, j'entends au-delà de nos frontières, très clairement deux visions. La plupart des grands pays émergents continuent évidemment de s'intéresser fortement au nucléaire parce que quand vous avez des mégalopoles de plusieurs dizaines de millions d'habitants, c'est pas avec des panneaux solaires et des éoliennes que vous allez pouvoir leur fournir l'énergie dont elles ont besoin. 24 heures sur 24 toute l'année. Donc évidemment là, des gros réacteurs sont extraordinairement attractifs et donc c'est le cas de l'Inde, c'est le cas de la Chine évidemment, c'est le cas d'un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est. Et puis vous avez évidemment quand même un sujet de fond, c'est celui de la capacité de financement de ces technologies-là. Au-delà des enjeux de sûreté, etc. Et souvent, et évidemment, ce sera encore moins le cas maintenant, puisque avec la montée des taux d'intérêt, etc., l'accès au financement des pays émergents va être de plus en plus compliqué. Donc, à mon avis, le basculement vers les petits réacteurs nucléaires comme solution d'avenir pour faire face aux défis de décarbonation et puis de demande d'énergie, ces petits réacteurs peuvent arriver, je dirais, à point, à condition évidemment que leur développement soit un succès. J'avais une autre question, mais du coup, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ce que vous dites à la fois techniquement, scientifiquement, économiquement sur les petits réacteurs, enfin sur les SMR? Sur le papier, le SMR, c'est fabuleux. Il n'existe que sur le papier pour l'instant. Il y a 70 projets dans le monde, c'est 70 PowerPoint. Alors bien sûr, derrière, il y a des recherches, il y a des équipes, etc., etc. Mais enfin, pour l'instant, nous, c'est tout ce qu'on peut en saisir, finalement. Mais la promesse, elle est quand même fabuleuse, parce que vous avez là des unités qui seront beaucoup plus petites, donc beaucoup moins chères, beaucoup plus facilement finançables, avec beaucoup moins de risques, parce que un certain nombre de designs auront quand même des caractéristiques de sûreté qui structurellement finalement réduiront tous les risques, ou la plupart des risques. Vous aurez là des unités qui pourront être construites en série, et ça c'est quand même une promesse fabuleuse, parce qu'on sait que tout ce qu'on construit en série, a priori, si les volumes sont importants, c'est moins cher. Et puis surtout, c'est des unités qui seront très très bien adapté pour venir se substituer à des centrales à charbon. Parce qu'en gros, un SMR, généralement, c'est entre, on va dire, 140 et 170 MW de capacité. Une centrale à charbon, c'est généralement 300-400 MW. Donc, si vous les couplez, si vous faites des paires de SMR, vous pouvez facilement remplacer une centrale à charbon. La centrale à charbon, elle est déjà connectée à un réseau électrique. Généralement, il y a un fleuve à côté pour le refroidissement de la centrale, donc vous allez pouvoir aussi l'utiliser. Et le SMR, il va aussi avoir probablement une
une capacité technique essentielle dans le monde de demain, c'est d'être capable, bien sûr, de produire de l'électricité, mais aussi de produire de la chaleur pour les industries, et aussi de produire de l'hydrogène grâce à la production d'hydrogène à haute température qui le permettra. Et ça, vous ne pouvez pas le faire avec les réacteurs existants. Parce que si vous commencez à aller brancher un électrolyseur ou une sortie pour récupérer de la chaleur, etc., en fait, vous êtes obligé de revoir tout le design du réacteur, etc. Ce n'est pas possible. Donc, en soi, c'est une formidable promesse. Ça va arriver au bon moment. Mais encore faut-il réussir ces développements-là, et pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire. Mais la bonne nouvelle, c'est que la France s'y est vraiment mis. Il faut constater que les Américains, les Canadiens et les Britanniques investissent très très fortement. Et l'autre constat qu'il faut faire, c'est qu'évidemment, avec la guerre actuelle et le découplage avec la Russie, on est probablement quand même en train d'avoir au moins un concurrent en moins sur un bon nombre de marchés, qui est l'industrie russe. Et pour la Chine, je crois que pour la Chine, il faut voir une chose, c'est que la Chine a de quoi être suffisamment occupée avec son propre marché intérieur pour ne pas forcément alors pour des questions de prestige, etc., elle tentera forcément d'aller à l'étranger, mais bon, il y a quand même les Américains qui ont tracé une ligne rouge là-dessus, et en Chine, idéalement, il faudrait quand même mettre au moins 200 gigawatts de capacité nucléaire dans les 20 prochaines années, pour essayer d'avancer la décarbonation du pays. Les Chinois en ont bien conscience, et donc je pense qu'ils essaieront d'y consacrer les efforts qu'il faut. Le problème en Chine, c'est qu'il y a un problème de terrain, de place, pour poser ces réacteurs, et donc les zones côtières sont toutes occupées, donc maintenant il va falloir aller à l'intérieur des terres, et à l'intérieur des terres, il y a moins d'eau. Donc il y a un défi là, mais je crois dans leur capacité à relever ce type de défi. Et donc voilà, il faut souhaiter que l'industrie chinoise développe énormément plus de réacteurs et qu'ils le fassent chez eux. Et a priori, ça, ce sera de bon augure pour notre industrie à nous. Merci beaucoup. Je reviens sur les énergies renouvelables, puisque vous en avez parlé. À quoi est-ce que vous attribuez dans les différents pays ou bien le moindre développement, enfin le moindre investissement et le moindre développement, ou à l'inverse, une dynamique particulière si on prend la France, l'Allemagne, les pays nordiques par exemple de l'Europe? Alors, en Europe, bon, au-delà des enjeux, il y a plus de soleil au sud et plus de vent au nord, etc., au-delà de ces choses-là. Je crois qu'il faut voir plusieurs choses. La première chose, c'est que les Allemands ont vraiment identifié dès le départ une opportunité industrielle. C'est pas juste pour faire plaisir aux Verts et sortir du nucléaire, c'est parce qu'on y a vu une opportunité de créer des emplois, de créer de la valeur ajoutée pour l'économie allemande, sur l'éolien par exemple, les mâts en acier, bien sûr toute l'activité d'installation, la fabrication de pales, mais sur le photovoltaïque, alors ils ont raté, c'est connu, ils ont raté parce que les Chinois sont montés en puissance et ont écrasé les coûts sur la première et les deuxième génération, je dirais, de panneaux solaires, mais cela dit, voilà, il y avait vraiment cette vision d'une opportunité industrielle qu'on retrouve d'ailleurs sur l'hydrogène en Allemagne, très clairement. La deuxième chose, c'est qu'on y a vu une opportunité technique, c'est-à-dire qu'on est convaincu dans ce pays-là que techniquement, un mix 100% renouvelable est possible. On y a vu aussi, je pense, une opportunité de ce point de vue-là, de faire baisser les coûts du système électrique pour permettre une décarbonation effective de l'économie, mais aussi une décarbonation compétitive, qui baisse les prix. Pourquoi est-ce que dans un pays comme la France, on n'a pas forcément eu jusqu'à présent cette analyse-là ? Je pense que c'est parce qu'il n'y a jamais eu de problème de décarbonation de notre système électrique en France, puisqu'il est déjà bas carbone. Je pense que c'est parce qu'on n'a jamais vu, y compris nous, qu'on pouvait avoir un problème systémique sur le parc nucléaire. Voilà, on n'a pas envisagé ça. Alors, nous, on n'est pas spécialistes de l'industrie nucléaire. Que les spécialistes ne l'aient pas vu, c'est peut-être un autre sujet. Mais cela dit, il n'y avait pas cette urgence et en tout cas, cette prise de conscience que... Voilà, on dit toujours, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. En tout cas, pour nous, clairement, dans ce pays, ça n'a jamais été vraiment un sujet. Et puis, il y a quand même, il faut le dire, l'idée selon laquelle les énergies renouvelables, c'est un truc pour les Allemands, c'est un truc pour les Danois, mais qu'en France, avec nos beaux paysages, nos belles communes et notre nucléaire, on n'en a pas besoin. C'était quand même très largement répandu, malheureusement. Donc, je crois que le tournant qui a pu avoir lieu, c'est quand même cette chose extraordinaire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu d'éolien
l'éolienne offshore, mais on a eu deux industries majeures de cette chaîne de valeur, au Havre notamment, et à Saint-Nazaire. Donc là, je crois que ces images de ces installations, de tous ces emplois qui sont créés, ont peut-être commencé un peu à changer la donne là-dessus. Les visites d'un certain nombre de responsables politiques sur place ont attiré l'attention là-dessus. Je crois que malheureusement, on n'a pas assez aussi, finalement, pris en compte le fait que, bien sûr, que la transition énergétique, elle ne peut pas se faire sans que les paysages soient impactés, sans que nos modes de vie soient impactés, sans que notre organisation économique et sociale soit impactée. Ça n'est pas possible, en fait. Et donc, voilà, je pense que si le débat allait vers davantage de maturité là-dessus et de mise en perspective, je pense que ça aiderait aussi beaucoup. Et le dernier point, c'est que je pense qu'on n'a pas assez saisi l'ampleur des opportunités économiques que ça représente. Par exemple, on a quand même en France des acteurs formidables. Nexans dans la pose de câbles, des acteurs dans les chantiers navals pour la fourniture de navires, de poses, de services pour toutes ces industries-là. Et enfin, par exemple, l'éolien offshore, c'est une industrie dont la chaîne de valeur est très largement localisable. Il n'y a pas besoin d'importer des équipements de Chine, à l'exception peut-être de certains aimants, etc. Mais dans l'ensemble, ça se fabrique chez nous, à la différence par exemple des panneaux photovoltaïques. Donc cette opportunité-là, elle doit être saisie. Je pense que vu les crises et vu les défis, j'espère, on le comprendra de plus en plus. Et puis le dernier point, c'est celui de l'acceptation auprès des populations. Et puis des différents groupes d'intérêt économiques. Je crois que un pays comme le Royaume-Uni, par exemple, c'est quand même le champion de l'éolien offshore. À eux tout seuls, ils en ont plus de 12 gigawatts connectés là en ce moment. C'est quand même fabuleux. Comment est-ce qu'un pays qui a autant de côtes, autant de pêcheurs, autant d'amateurs dans l'environnement, de la chasse, de la pêche, de tout ce que vous voulez, comment est-ce que ce pays-là, lui, y arrive? Et pourquoi est-ce que nous, on n'y arrive pas? Ou on en revient toujours à ces sujets-là? Je crois que c'est parce qu'il y a un sujet de concertation, il y a un sujet de prise en compte des opportunités économiques qui est différent, il y a un sujet de consensus politique qu'ils ont au Royaume-Uni qu'on n'a pas chez nous sur ces sujets-là. Et puis, il y a le fait qu'on essaie... Il y a les meilleurs mécanismes de concertation qui font que finalement, à la fin des fins, tout le monde s'y retrouve et les grandes oppositions sont levées. Et c'est vers ça qu'il faut tendre, en réalité. Alors, est-ce que les collègues ont des questions? Monsieur Descoeurs. Oui, s'agissant justement des ENR, vous évoquez peut-être, en ce qui concerne notre pays, un sujet de concertation, la nécessité de faire émerger un consensus. J'aimerais bien avoir votre regard sur la loi d'accélération du déploiement qui vise en fait à faire en sorte d'aller vers une réduction des procédures et de fait peut-être un sujet sur l'acceptabilité des projets. Vous avez évoqué le retard du déploiement des ENR dans notre pays. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments de comparaison avec les voisins, et en particulier l'Allemagne, c'est-à-dire le pourcentage d'ENR dans leur mix énergétique? Parce qu'on voit passer des chiffres qui laissent à penser que finalement, on n'est peut-être pas aussi mal placé que cela. Lors d'une audition précédente, on a évoqué la nécessaire diplomatie des métaux et terres rares. Vous avez posé cette question. De votre point de vue, la France est-elle performante en la matière? Et à votre connaissance, existe-t-il une initiative à l'échelle européenne cette fois-ci? Et puis pour en terminer, vous avez affirmé, c'est sous couvert, hein, vous me dites si ce n'est pas le cas, mais qu'en matière de transition énergétique, compte tenu de la hausse de la demande, il n'y a pas en réalité de substitution, mais un phénomène d'addition. Et alors, si tel est le cas, quid de l'objectif de diminution des émissions de carbone d'ici 2030 et 2050? Sur ce dernier point, c'est dans le reste du monde, hein, dans la plupart des autres économies mondiales. Là, je ne parle pas de l'Union européenne, parce que dans l'Union européenne, on est dans un cas de figure quand même très spécifique où on a d'abord un découplage entre croissance économique et en fait baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, on l'a fait. On l'a fait grâce en partie à l'efficacité énergétique, mais surtout parce qu'on a, en gros, c'est désindustrialisé en partie.
Donc tout ce qui était très énergo-intensif est parti, et puis du coup ça baisse les émissions, alors que le PIB monte puisqu'on a plus de services dans notre économie, et puis les autres secteurs type agriculture créent plus de valeur. Très bien, merci pour vos questions. Pour reprendre le fil. Sur la loi d'accélération des énergies renouvelables, je crois que ça va évidemment dans le bon sens, mais c'est pas assez. Alors, pourquoi ça va dans le bon sens? Parce qu'évidemment, en fait, tous ces projets-là, donc, quand même, pour vous donner un ordre de grandeur, en Europe, il faut qu'on fasse x4 en rythme annuel de déploiement des énergies renouvelables. x4. Et ça, c'est pas la question de savoir si on est pour ou contre le nucléaire, c'est pas la question de savoir... voilà, là, c'est juste un constat. Il faut qu'on fasse x4 pour faire deux choses. Un, essayer de réduire notre dépendance au gaz russe dans le secteur de l'électricité, permettre l'accélération de l'électrification des usages, et donc là aussi réduire l'utilisation du gaz, par exemple, dans l'industrie, et puis accompagner la croissance des nouveaux besoins, par exemple de la mobilité, etc. Donc là, c'est x4. Et enfin, bien sûr, pour sortir du charbon, puisque là, on a un peu relancé le charbon, là aussi, il faut voir une chose, hein, pardon, je fais juste une parenthèse, mais il ne faut pas avoir d'approche idéologique sur le charbon. C'est-à-dire garder une centrale à charbon en réserve opérationnelle pour le jour où assurer la sécurité des approvisionnements et la stabilité du système électrique, c'est absolument nécessaire. C'est pas être anti-climat, anti-transition énergétique. Non, c'est être en fait pragmatique, parce que le jour où vous relancez votre centrale à charbon pendant quelques heures, eh bien, vous sauvez tout le système. Et donc, il vaut mieux parfois avoir ce type de réserve opérationnelle que de complètement fermer ce type d'infrastructure. Mais cela dit, la tendance, elle est absolument indispensable. C'est bien sûr, il faut beaucoup moins et totalement sortir de l'utilisation dans le système électrique du charbon, j'allais dire, au quotidien. La deuxième chose, c'est que pourquoi est-ce que cette accélération, elle est évidemment, il faut la saluer, mais cette volonté d'accélérer, mais elle n'est pas encore suffisante. Parce que donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que donc si on veut faire x4 sur ce rythme de déploiement, en réalité, il faut qu'on divise au moins par 3 ou par 2, si déjà on arrive à faire par 2, le temps d'instruction des dossiers et de mise en chantier des projets ENR. Quand aujourd'hui il faut 6-7 ans, voire plus, pour développer des grands parcs, en fait, c'est des coûts extraordinairement élevés. Ça veut dire que le développeur, pendant 7 ans, qu'est-ce qu'il fait ? Il paye des avocats, il attend, et il immobilise du capital qu'il ne peut pas mettre ailleurs. Et in fine, qu'est-ce qu'il va faire pour les grands groupes de type Total Energy, de type Engie, de type EDF? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller ailleurs. Ils vont investir aux États-Unis. Eux, ils ont des objectifs globaux. Moi, je déploie 100 gigawatts de capacité renouvelable dans le monde d'ici 2030. Ça ne les intéresse pas de savoir s'ils les mettent en France, s'ils les mettent en Allemagne ou s'ils les mettent aux États-Unis. En fait, et ils vont aller aux États-Unis, c'est sûr. Parce qu'aux États-Unis, ça va vite. Ou alors ils vont aller au Brésil, ou alors ils vont aller en Afrique du Sud, etc. Enfin, il faut qu'on ait conscience de ça. La deuxième chose, c'est que pendant que vous êtes immobilisé pendant 6-7 ans sur un projet, vous n'en faites pas d'autres, parce que vos équipes, elles ne sont pas extensibles à l'infini. Comme vous n'êtes pas sûr, in fine, d'y arriver et que vos revenus sont limités, vous n'embauchez pas plus. Hein. Et donc, voilà, tout ça s'accumule. Et la dernière chose, c'est que ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est très bien d'accélérer les procédures, mais ensuite, il faut qu'il y ait les ressources humaines qui suivent. C'est-à-dire que dans les ministères, il faut que les ressources humaines soient renforcées. Dans les préfectures, il faut que les ressources humaines soient renforcées. Dans les tribunaux, il faut que les ressources humaines soient renforcées. Et pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'on ait vraiment pris la pleine mesure de ce défi-là. Sur le sujet de ce qu'on fait, de ce qu'on met en œuvre en Europe sur finalement les technologies bas carbone. Il y a en fait énormément de choses qui sont faites, mais derrière, il faut qu'il y ait les États qui accompagnent et qui amplifient ce mouvement. Donc par exemple, sur les fameux projets, les IPCEI, les projets d'intérêt prioritaire européen, c'est une dérogation aux aides d'État. Donc ça vous donne la possibilité de faire ce type d'aide. Mais encore, ensuite, il faut voir qui met quoi comme aide. Et ce qu'on voit, c'est que les Allemands mettent immensément d'aides d'État. Ils arrosent très très fortement, énormément d'acteurs.
Et tout le monde, évidemment, ne peut pas faire comme eux. Mais donc, à la fin, ça vous donne quand même, évidemment, un très fort avantage aux industriels allemands. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Faut quand même le dire. Sauf que le sujet, maintenant, c'est que si on veut une Europe qui se fragmente, on continue comme ça. Si on veut éviter cette fragmentation, il faut finalement quand même des leviers européens qui permettent à des pays moins dotés, et parmi lesquels il faut quand même compter la France, hein, faut être lucide, mais je pense en particulier aux pays d'Europe centrale, etc., à quand même avoir la capacité d'accompagner ce mouvement-là. La troisième chose, et donc on appelle là, dans un de ces papiers, la mise en œuvre d'un plan Schuman pour sauver et développer nos industries. Le plan Schuman pour sauver et développer nos industries, c'est quoi? C'est ça, c'est de dire, en fait, il n'y a pas le choix, il faut qu'on se mette sur un pied de guerre économique, il faut qu'on préserve nos industries quand même en partie énergo-intensives, il faut qu'on évite une fragmentation européenne par, finalement, la guerre des subventions, et qu'on organise tout cela et qu'on investisse aussi sur les sujets à venir. Et là, sur les sujets à venir, très intéressant. Donc l'Union européenne s'est réveillée sur les cellules de batterie avec succès, puisque toutes ces gigafactories vont être financées, développées partout en Europe et en France aussi, et bien sûr beaucoup plus en Allemagne parce que c'est un plus grand pays automobile, etc. Mais ce pari-là, on l'a fait et on va être autonome en cellules de batterie. Donc tous nos besoins vont être couverts. Donc ça, c'est quand même un extraordinaire succès. On ne sera plus dépendant de la Chine. Bien sûr, on sera encore dépendant de la Chine pour les métaux, les minerais et tout leur raffinage. Et donc là, se met en place à Bruxelles une alliance des matériaux critiques qui vise à finalement essayer de mener des initiatives dans la mine, en Europe, ailleurs. Mais tout cela, il va falloir l'accompagner par des financements, par des initiatives diplomatiques. Donc, vous voyez, en ce moment, la relation avec l'Allemagne est au plus bas, on le sait tous. Mais la France et l'Allemagne ont un sujet commun, c'est qu'on est complètement vulnérables sur ces enjeux de métaux. Donc pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas avec les Allemands là-dessus? Ça, ce serait quand même quelque chose de constructif. Eux ont des industriels, on en a. Il faut mettre de l'argent sur la table, il faut mettre du poids économique et diplomatique. Et ensuite, il faut aller chez les pays. Et c'est des pays compliqués, hein. C'est pas les pays avec lesquels on a l'habitude de travailler. Et il faut obtenir des concessions minières, etc. Donc Bruxelles se mobilise là-dessus. Voilà, c'est quoi les autres modèles? C'est les États-Unis qui mettent beaucoup plus d'argent sur la table et qui ont une culture minière. Les États-Unis, c'est un grand pays minier, donc ils vont faire beaucoup plus d'industrie et d'activités minières chez eux. Chez nous, c'est plus compliqué, mais je crois que l'exemple d'Imeris, là, il est fabuleux. Et il faut le montrer, il faut le dire, il faut l'accompagner, il faut s'assurer que ce soit un succès, parce que le cas de cette mine Imeris, ça pourrait être finalement ce que font les Finlandais depuis des années. Enfin, ouais, c'est quand même les chantres de l'environnement. Ils veulent être neutres en carbone bien avant nous. C'est un grand pays industriel, ils savent faire plein de choses, mais chez eux, il y a énormément d'activités minières. Alors, la différence, c'est qu'ils sont beaucoup moins peuplés. Mais cela dit, allons en Finlande, comprendre comment est-ce qu'on fait une mine acceptée, qui s'insère bien dans l'environnement, où les choses se passent de façon transparente et où tout le monde est impliqué, tout l'écosystème est impliqué, et donc on aura d'autres opportunités en France et ailleurs pour le faire. L'Europe se mobilise maintenant sur les gigafactories de production de cellules photovoltaïques. Donc l'objectif, c'est de faire 30 gigawatts de capacité de production en Europe, on est à pratiquement rien. Alors, et bien sûr sur l'hydrogène, et bien sûr sur un certain nombre d'autres sujets, sauf sur le nucléaire. Mais le sujet de fond, c'est quoi? C'est pour que tout ça marche, il faut qu'on ait une électricité dont les prix ne soient pas ceux qu'on a actuellement, donc qui baissent. Il faut qu'on ait une électricité qui se décarbone, et il faut qu'on ait un approvisionnement stable. Et pour votre dernier point sur, finalement, qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde? En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que le reste du monde qui, lui, additionne des capacités, d'un point de vue historique, il a très peu pollué. Il a très peu contribué au changement climatique et à la croissance des émissions. Donc finalement, quand le reste du monde nous dit le changement climatique, là où on en est aujourd'hui, c'est pas à cause de nous, ils ont raison. Le changement climatique, c'est à cause des Européens, c'est à cause des Américains, c'est à cause de l'Union soviétique et donc de la Russie. Et puis, depuis, on va dire, 20 ans, c'est à cause de la Chine. Mais c'est pas à cause de l'Inde, c'est pas à cause des pays d'Afrique, etc. Donc, le sujet là, c'est, je dirais qu'il y a deux choses. Le premier sujet, c'est tous ces pays-là sont encore dotés d'immenses capacités de centrales à charbon. Donc, le premier sujet, c'est d'éviter qu'on en construise de nouvelles. Et là,
on y est pratiquement. Je crois que cette année, on n'a jamais aussi peu construit de nouvelles capacités charbon au monde. Et dans les pays qui en construisent encore, comme la Chine, en fait, que ce qu'on fait, c'est qu'on met une centrale hyper moderne, donc hyper efficace, donc qui relativement émet beaucoup moins et pollue beaucoup moins, et on va fermer des très très vieilles centrales, vraiment dégueulasses. Et donc, alors évidemment, c'est pas idéal, mais le bilan climatique est quand même plutôt favorable. En tout cas, on évite, voilà, on évite le pire. Et sur le reste, c'est quand même très optimiste de voir que on est en train de massivement investir dans l'électricité, non plus dans le charbon, mais dans les énergies renouvelables. Avec quand même une vraie question, c'est avec la remontée des taux d'intérêt et le fait qu'en fait tout un tas de pays émergents vont être privés d'accès aux capitaux. Est-ce que ça va pouvoir se poursuivre? Parce qu'en gros, quand vous êtes dans un pays émergent avec une monnaie dépréciée, en fait, vous empruntez du coup à des taux très élevés. Ça veut dire qu'en fait, vos projets sont de plus en plus chers. Et dans des économies où on ne peut pas monter le prix de l'électricité comme ça, le doubler du jour au lendemain. Donc là, il y a un vrai sujet. Mais au fond, pour nous, je crois que l'enjeu, c'est d'essayer d'éviter que les nouvelles infrastructures industrielles qu'on va construire dans ces pays pour accompagner l'urbanisation, c'est-à-dire les nouvelles cimenteries, les nouvelles aciéries, etc., que toutes celles-là fonctionnent comme nous, on a fait fonctionner les nôtres, c'est-à-dire au charbon. Et donc, voilà, là, il y a un vrai sujet d'investir pour éviter de verrouiller des émissions dans la durée, parce que toutes ces capacités-là, si vous mettez des cimenteries alimentées au charbon, ah bah oui, là, c'est sûr que pendant 20 ans, c'est la catastrophe. Si d'emblée on fait les bons investissements et que ce n'est pas le cas, ça ira mieux. Et puis le dernier point, c'est finalement le sujet de investir pour fermer les centrales à charbon en activité bien avant leur durée de vie technique et développer les systèmes alternatifs. Bien sûr, il y a un sujet on apporte des capitaux bon marché, etc. Mais nos entreprises pourront participer à cet effort d'investissement-là. Et voilà, les émissions sont globales. Bien sûr qu'il faut qu'on fasse autant d'efforts que possible chez nous pour les réduire. Mais les opportunités pour baisser les émissions pas chères, elles sont ailleurs, en fait. Elles sont dans les pays émergents. Et ça peut bénéficier aussi à nos industriels et à nos acteurs énergétiques. Donc je crois que cette piste-là, elle doit être renforcée. Monsieur Vibert. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, moi vous êtes sur des données très macro, enfin c'est très bien par rapport à l'objet de cette commission d'enquête. Moi, je veux revenir à des choses plus locales et plus terre à terre. Moi, je viens d'une région, le Grand Est, qui est très fortement dotée en énergie renouvelable, notamment en éolien, mais on a aussi développé les méthaniseurs. Il y a quand même une problématique d'acceptation sociale de ces nouvelles unités de production d'énergie. Et moi, je me demande si la solution, quelque part, ça n'est pas effectivement qu'on ait une meilleure répartition de la valeur et notamment qu'il y ait un peu plus de valeur qui reste sur les territoires, et notamment pour la population, parce que c'est une vraie question. Mais je pense que, un exemple simple, si on payait moins cher son électricité ou son gaz, on serait peut-être plus enclin à accepter qu'une éolienne soit en proximité ou un méthaniseur. Et puis enfin, moi, je constate qu'il y a des régions comme la mienne ou comme les Hauts-de-France qui sont devenus de véritables Eldorado pour les développeurs de l'éolien notamment. Et finalement, ça devient effectivement un peu n'importe quoi. Résultat, ça a créé une réaction assez forte et une organisation d'associations anti, on va dire. Et vous parliez tout à l'heure, si ça s'étend pour des parcs éoliens. Moi, j'ai sur ma circonscription, ce qui sera certainement le plus gros parc éolien de France, avec 66 éoliennes. Et ça fait 15 ans qu'on est en route et les procédures sont toujours là. Donc au-delà des je dirais des simples procédures administratives, moi je pense quand même qu'il y a un vrai sujet de meilleure répartition sur le territoire de ces modes de production d'énergie renouvelable. Et puis effectivement, mais qu'en pensez-vous, une vraie question de la répartition de la valeur où on ne peut pas avoir simplement des développeurs éoliens qui font des bénéfices plantureux et puis finalement des miettes pour les collectivités locales ou pour les habitants. Vous avez parfaitement raison. Et évidemment, il faut entendre tout cela. C'est clair. Ce que j'observe, c'est que, et du coup, il y a une partie de votre question à laquelle je n'ai pas répondu, et donc je vais pouvoir le faire. Ce que j'observe, c'est qu'en Allemagne, on a plus de 85 000 mâts éoliens à travers le pays installés. En France, on doit être à plus de 8 000, mais pas beaucoup plus. Bon, l'Allemagne, c'est beaucoup plus peuplé, c'est un territoire plus petit.
Et vous voyez que le rapport, c'est peut-être quand même un 10, quoi. Donc, je pense que dans l'ensemble, en France, on a quand même encore une sacrée marge. Alors, il ne s'agit pas de mettre 80 000 mâts, loin de là, cette idée-là. Mais juste pour mettre les choses en proportion. En Allemagne, on a des énergies renouvelables qui produisent à peu près 45% de l'électricité. En France, c'est évidemment beaucoup, beaucoup moins, mais bon, on a le nucléaire, encore une fois. Alors, le sujet, c'est quoi? C'est que ce qu'on observe, c'est que là où l'acceptabilité de ce type d'infrastructure est la meilleure, c'est là où les populations locales aussi sont impliquées financièrement dans les projets. Donc on voit par exemple des initiatives de crowdfunding, on voit des initiatives, finalement on crée une société qui donne des parts, notamment aux municipalités concernées, etc. Et on voit aussi les infrastructures qui peuvent être financées avec. Et ça, évidemment, ça améliore considérablement l'acceptation de ce type d'infrastructure. Donc ça, je crois qu'il faut poursuivre ça. C'est clair. Je crois que ce qui est, par contre, absolument fondamental, c'est qu'il faut aussi entendre, en Allemagne, ils ont ce débat-là aussi. En Bavière, il n'y a pas d'éoliennes, il y a très peu de photovoltaïque. Et tout le reste est dans le nord du pays. Alors évidemment, les gens du nord, là on dit aux Bavarois, écoutez, il va falloir en mettre. Et les Bavarois disent, oui, mais moi j'ai du nucléaire, je trouve ça très bien, et c'est vous qui m'embêtez à vouloir mettre des éoliennes. Voilà. Donc non, il y a un sujet de répartition sur le territoire, et au fond, mon sentiment, c'est le suivant, c'est qu'on pourrait faire en réalité énormément plus d'éolien en mer, énormément plus, et je crois que dans la prochaine PPE, il va falloir booster ces objectifs de façon considérable, parce que on a une telle surface que l'on pourra doter soit d'éoliennes fixes, soit flottantes. D'ailleurs, la technologie flottante, là, pour le coup, on pourrait vraiment acquérir un leadership industriel qui pourra s'exporter aussi, parce que la plupart des pays développés dans le monde ont aussi un potentiel d'installation d'éoliens, d'industrie éolienne flottante, et pourront avoir recourir au savoir-faire français. Et donc, je dirais, ce qui est malheureux, c'est qu'effectivement, on n'a rien en mer pour l'instant, à part le premier parc là, qui vient d'être mis en service, et que malheureusement, on a ce type de situation à terre. Donc j'espère qu'on va pouvoir très fortement rebasculer en mer. Le potentiel est immense, mais cela dit, je crois qu'il faut aussi avoir confiance qu'on aura besoin aussi d'avancer davantage à terre, parce que en fait, on n'a pas le luxe de se dire on arrête à terre et on met tout en mer. En fait, on peut pas. Il faut qu'on avance aussi à terre, mais peut-être équilibrons aussi, faisons davantage de photovoltaïque au sol. Je pense que dans votre région, il y a un gros potentiel sur les friches industrielles, etc., dans des autoroutes. Donc toutes ces options-là, des terrains militaires, il y a pas mal de bases aussi. Donc tout ça, explorons-le. Et puis sur les méthaniseurs, là aussi, clairement, ce potentiel-là, il faut le renforcer. La crise actuelle montre que les prix du gaz vont rester élevés. Bien sûr, ils vont retomber des niveaux records qu'on a, parce que sinon, de toute façon, nos économies s'arrêteront. Mais le biométhane est une solution qui est évidemment, à l'aune des tensions actuelles, hyper attractive. Mais si vous voulez, le réflexe après de dire écoutez, il faut démonter tout cela, etc. Je crois que ça, c'est pas la bonne solution. Il faut plutôt effectivement aller vers partage de la valeur, équilibre sur les territoires, booster le potentiel en mer et d'autres solutions. Oui, j'entends bien, mais moi je pense qu'on est arrivé quand même à un point, j'ai le sentiment que j'ai, à un point de non-retour en matière d'acceptabilité sociale, encore une fois, sur les territoires. J'en veux pour preuve que dans les Hauts-de-France, le Conseil régional finance les frais de justice des associations anti-éoliens. On est arrivé à un point là qui me semble quand même assez extraordinairement compliqué. Comment fait-on pour faire prendre conscience aux populations que sans développement, je dirais, puissant, massif des ENR, on ne va pas s'en sortir, quand on en est arrivé à ce point de refoulement de ces technologies-là. Moi, c'est vraiment ce qui m'inquiète et c'est vraiment ce que je ressens. Je me dis comment on va pouvoir faire toutes les lois d'accélération si à un moment donné, on se heurte en permanence
sur le terrain à des Antilles qui sont de plus en plus organisées, soutenues par les politiques, et on le sait, certains partis politiques font campagne sur le démontage des éoliennes, ce qui est, enfin, vous l'avez dit, voilà, c'est du grand n'importe quoi. En attendant, c'est ça. Comment on fait pour sortir de ça durablement? Votre avis m'intéresse. Je crois que c'est grâce à vos travaux, par exemple. Enfin, c'est une culture, finalement, qu'il faut transformer. Et donc ça se fait évidemment pas du jour au lendemain, et il faut pas non plus évidemment jeter la balle à ces populations qui s'opposent, etc. Mais c'est vrai que il y a des choses absolument absurdes qu'il faut voilà, là il y a clairement un trait rouge à tirer, c'est-à-dire le fait de vouloir démonter les éoliennes, le fait de soutenir financièrement des contentieux, etc. Tout ça est absurde. Maintenant, donc je crois que c'est un peu, si vous voulez, ce qu'il faudrait essayer d'élaborer, c'est un peu un cahier des charges d'un projet optimalement mené, d'aller comprendre pourquoi est-ce que certains projets se passent très bien, pourquoi, et donner la parole aussi à ceux qui sont favorables, en fait. Parmi les collectivités, etc., pour qu'on entende aussi eux, et que voilà, au travers, voilà, qu'on crée un dialogue et qu'on crée pas des oppositions. Mais j'ai pas de magic, de balle magique. Il n'y a pas de coup de bâton magique à faire, je crois. Cela dit, ce qui serait vraiment malheureux, c'est que on apprenne dans la douleur, avec des coupures d'électricité à grande échelle cet hiver, à quel point en fait on a besoin de ce genre de solution. Et l'inverse, c'est de dire, écoutez, soit on accepte des coupures à répétition et on arrive on revient en arrière et on vit ce que vivent la plupart des pays en Afrique subsaharienne, par exemple. Soit on est capable de réduire notre demande d'énergie de 3 ou 4, mais on comprend bien que c'est totalement irréaliste. Ou alors on accepte ce type de choses et il faut c'est vraiment cette question de culture, je crois, sur ces sujets-là qu'il faut faire évoluer. Mais je me réjouis donc de vos travaux parce que j'espère que ça y contribuera évidemment. Et c'est ce que nous, à notre micro-échelle, on essaie de faire aussi. Mais cela dit, c'est toujours facile de le dire ici à Paris où il n'y a pas d'éoliennes. et c'est une autre chose de le faire là-bas. Et donc ce qu'on va essayer de faire nous aussi à notre échelle, c'est d'aller de plus en plus dans les territoires pour mettre en avant ces grands enjeux systémiques qu'on ne peut pas ignorer. Et d'ailleurs, on l'a fait dans le cadre d'une centrale, d'un projet de construction d'EPR au Bugey dans l'Ain. Et c'est très intéressant aussi parce que là aussi, en fait, vous avez de l'opposition pour ce type d'infrastructure. Mais en fait, les maires des communes concernées, la plupart des participants sont très intéressés. Après, il faut que les infrastructures se fassent en bonne concertation, en bonne transparence, etc. Et je crois que la clé aussi d'un bon débat public, c'est une transparence parfaite pour qu'il n'y ait vraiment pas de surprise et que chacun soit pris au sérieux, mais pas seulement les opposants.